Il y a quelques jours, deux chercheurs bio-informaticiens du laboratoire d'informatique de Nantes-Atlantique, le LINA, ont dévoilé une découverte importante. Il s'agit du rôle social du plancton dans la pompe à carbone, un mécanisme et phénomène biologique important dans le comportement global des océans. Et justement, l'un de ces chercheurs est avec nous ce soir en studio. Bonsoir Damien Evréard. Bonsoir. Vous êtes du coup l'un de ces chercheurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors avant de parler de votre découverte, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que vous faites? Donc moi je suis informaticien. Ma recherche est principalement de l'informatique et j'analyse les données biologiques et une fois que je les ai analysées, je les modélise. C'est-à-dire modéliser, j'essaye de les mettre en équation. Une fois qu'elles sont en équation, on arrive à mieux les comprendre et on arrive un peu à trouver des nouvelles propriétés qui pourraient notamment être utiles après pour les biologistes. Donc on est juste un maillon de la chaîne et après on revient après vers la biologie. Donc c'est un peu ça qu'on propose. C'est utiliser des méthodes informatiques pour mieux comprendre les choses. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples par exemple, de vos anciens travaux de recherche? Oui, par exemple, on cherche à voir comment on pourrait contrôler, par exemple, la régulation des gènes. On sait qu'il y a des gènes qui s'activent, qui se parlent les uns les autres à l'intérieur de bactéries et à l'intérieur du corps humain. Et on cherche à voir si on ne peut pas mettre en lien ces régulations de gènes avec des pathologies. Par exemple, si on a des gènes qui ne marchent plus, c'est parce que finalement, on va avoir un phénomène de carambolage qui pourrait se mettre en place et ça développerait des pathologies. Donc c'est tout ça, on cherche à trouver le gène qui est le plus important pour la pathologie et c'est ce qu'on appelle nous des biomarqueurs qu'on va après donner aux médecins et après les médecins ils développent tout leur protocole pour attaquer ce gène en particulier. Alors vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de Nantes-Atlantique, on l'a dit. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur cette structure? Ouais, bon, moi je vais être corporate, c'est un super laboratoire où en fait c'est vraiment tous les domaines de l'informatique. Donc l'informatique c'est pas juste on répare des imprimantes, hein, c'est surtout pas ça. C'est étudier des phénomènes d'optimisation. Donc il y a des équipes qui font de l'optimisation, il y a des équipes qui font du traitement de la langue, des équipes qui font du logiciel. Donc là ça parle plus au grand public. Comment est-ce qu'on notamment on parle avec le cloud, enfin tous ces machins là. Enfin, il y a vraiment plein de domaines. L'informatique aujourd'hui, c'est une science qui percole un peu partout dans la société. Donc, à chaque interface, on va dire sociétale, il y a quelque part un peu de l'informatique. Et donc, il y a aussi des équipes de recherche qui commencent à émerger par rapport à ces interfaces. Alors pour revenir à votre recherche, elle porte globalement sur les puits de carbone dans les océans, dans les fonds marins. Mais est-ce qu'on peut définir ce terme puits de carbone? Oui, donc en fait, l'océan, c'est une machine fantastique à l'échelle du globe qui possède un truc qu'on appelle la pompe à carbone. Donc la pompe à carbone, ça repose sur deux phénomènes. En fait, on a une pompe à carbone qui dit une pompe physique, c'est-à-dire que l'eau, de manière intrinsèque, l'eau va capter du carbone dans sa substance. Ça, c'est la pompe physique. C'est comment comment le carbone de l'atmosphère va rentrer dans l'eau par des processus physiques. Par contre, il y a un autre processus qui est un processus biologique qui va faire qu'on a par exemple des microalgues ou des phytoplanctons qui vont croître comme des plantes, qui vont prendre la lumière, qui vont créer de la matière, ce qu'on appelle biomasse. Et cette biomasse elle est composée de carbone. Et donc cette biomasse composée de carbone, ça va capter du carbone de l'atmosphère. Sauf qu'une fois que on va dire nos bébêtes arrivent en fin de vie ou qu'elles se font manger par d'autres, ou que même on va dire le processus naturel avec enfin voilà les déjections biologiques classiques, en fait tous ces éléments biologiques vont tomber au fond de l'océan. Donc en fait, par phénomène enfin, vont couler tout simplement. Et puis juste par ce phénomène, on va avoir une captation du carbone dans le fond des océans. Ça pourrait donner des roches sédimentaires, ça peut donner beaucoup de choses qui touchent à la géologie. Et c'est un phénomène qui est assez important parce que c'est quand même une proportion de carbone qui est captée par la biologie qui est non négligeable. Ça se passe à l'échelle du globe. Et la biologie a un vrai rôle à l'échelle du globe. C'est-à-dire qu'on a vraiment un impact de la biologie à l'échelle du globe pour capter ce carbone et le faire tomber au fond des océans. Et donc pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, la quantité de carbone dans l'atmosphère peut potentiellement impacter le climat. Donc nous, dans nos travaux, on n'est pas allé jusqu'à la projection sur ce climat, mais on a simplement cherché à comprendre comment ce rouage pouvait être important par rapport aux phénomènes beaucoup plus globaux, quoi. Et le carbone qui s'accumule dans les fonds marins, il n'a pas d'impact écologique Le carbone n'a pas d'impact ou écologique environnemental? à Ouais. proprement parler. Par contre, il a un impact dans le sens où si ce carbone ne va pas au fond des océans, il va rester dans l'atmosphère. Oui, Et à ce moment-là, on a une augmentation de la quantité de carbone dans l'atmosphère. Donc, si on se place dans le pire, mais vraiment le pire des scénarios où toute la biologie s'arrête, finalement, la pompe biologique ne marche plus. Et cette pompe biologique ne marchant plus, on n'a plus que la pompe physique. Et celle-là n'est pas suffisante pour capter du carbone
prendre du carbone de l'atmosphère pour le plonger au fond des océans. Donc on comprend mieux pourquoi c'est important ce phénomène de puits de carbone. Mais pourquoi ce sont dans les océans qu'il y en a le plus? J'ai découvert ça. Parce que les océans, déjà, c'est 70% de la surface du Ouais. globe. Que la biomasse marine, ça correspond, on va dire, on est quasiment dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que nous, on vit sur Terre, donc on pense arbres, on pense tout ça, mais par contre, les océans, c'est une source fantastique de captation de carbone, et donc la biomasse marine est beaucoup plus importante que la biomasse terrestre. Et on a des phénomènes qui sont, qu'on va dire, pas si compliqués que ça, mais en tout cas qui vont faire que tout se connecte dans les océans. Contrairement à ce qui se passe dans le sol, où on a par exemple ce qui peut se passer dans le champ dans le jardin d'une maison sera complètement différent du jardin de la maison d'à côté. Dans les océans, on a une interconnexion qui est énorme, qui fait qu'on a un phénomène global qui peut se mettre en place et qui a un impact qui est vraiment loin d'être négligeable. Et en termes de, encore une fois, à l'échelle de la Terre, on parle vraiment à l'échelle du globe, les océans ont un rôle qui est juste phénoménal. Alors, on parle d'un phénomène qui est naturel, mais où arrive l'informatique dans ce processus de recherche? Alors l'informatique, faut rester humble parce qu'en fait l'informatique, elle arrive après beaucoup de processus. Notamment, toutes les données qu'on a récupérées, c'est des données qui viennent de l'expédition Tara Océan, qui a pas mal de couverture ces dernières années, qui a On avait juste reçu d'ailleurs il y a quelques ouais, mois. et qui permet de séquencer, on va dire, des échantillons. Donc en fait, Tara avait au cours d'une de ses missions, échantillonner tous les éléments biologiques qu'il y a à l'intérieur juste d'un... Bon, si je récapitule, si vous permettez, en fait, chaque fois que le bateau s'est arrêté, ils ont pris des baquets d'eau et on a séquencé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un peu refaire le chemin de Darwin, qui avait refait le tour du globe, simplement là, maintenant avec des nouveaux outils. Et les nouveaux outils, c'est la génétique, c'est la génomique, et donc c'est le séquençage de toutes les bestioles qui se situent à l'intérieur de ce baquet d'eau. Et une fois qu'on avait ça, ça correspond à des jeux de données qui sont juste énormes. On est de l'ordre de 8 Tera de données brutes, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut... là, l'informatique a commencé à jouer son rôle. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à interagir avec ces personnes-là, parce qu'il fallait dénouer, en quelque sorte, la complexité des données qu'on avait, qui étaient finalement naturelles à l'intérieur de ces échantillons. Et donc grâce à ces recherches, vous avez réussi à mettre en relation les planctons, les phytoplanctons présents dans ces fonds marins, avec le phénomène de puits de carbone, de pompe à carbone. Mais quel est le rôle exact du plancton du coup? Alors, le plancton, déjà, fait partie de la pompe biologique. Hmm. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le plancton, ce qu'on appelle c'est comme une plante, d'accord. Elle fait la photosynthèse, donc par définition, elle va capter ce carbone et elle va plonger. Le problème, c'est que jusqu'à présent, quand on regardait les aspects, on va dire, très, très simplistes, on veut trouver la bébête la plus associée à l'export de carbone, on avait pas mal de candidats. C'était difficile d'avoir une vision globale, et surtout que les données Tara étaient telles c'était encore plus difficile qu'avant. Et donc là, ce qu'on a proposé dans l'étude qu'on a publiée, c'est juste de faire une synthèse et on va faire un réseau social. C'est-à-dire, la force d'un réseau social, c'est quoi? C'est de trouver des éléments qui sont plus associés entre eux que le reste du monde. Donc en fait, on a reconstitué un énorme réseau social à partir des données. Donc l'information était telle que si je sais qu'il y a tel phytoplancton, j'ai aussi tel autre phytoplancton, donc de proche en proche, on imagine qu'ils sont toujours associés, avec des phénomènes des maths, enfin on appliquait des maths dessus. Et avec ça, de proche en proche, on avait un énorme réseau social. Et de la même manière que l'on peut faire une étude d'un réseau social, on s'est juste après posé la question, quel est le groupe, et non pas un individu, mais quel est le groupe d'individus, donc le groupe de plancton, qui vont être tout le temps associés à une information que l'on connaît, qui est l'export de la quantité de carbone dans le fond des océans. Donc on a des experts des océanographes qui nous avaient donné des mesures physiques de l'export de carbone. Et nous, l'informatique a simplement fait parler les données pour retrouver le groupe, on va dire, de copains de plancton qui sont associés. Et quand ils sont extrêmement bien associés, on arrive toujours à retrouver un signal très fort sur l'export de carbone. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à l'échelle de ce gros réseau. Donc on avait au début des millions de données. On a coupé ces millions de données pour avoir des milliers de groupes de copains. Et une fois qu'on avait ces milliers de groupes de copains, on a essayé de retrouver dans ce groupe de copains, comme dans un groupe de Facebook, quels étaient les planctons qui étaient, on va dire, les plus populaires, les plus, comment dire, les plus intéressants pour maintenir la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans ce groupe social, si jamais on les saute, on les tue, si vous voulez, le groupe total, enfin comment dire, la structure globale du réseau va s'effondrer.
C'est un peu ça qu'on a essayé de rechercher. Quels étaient les éléments moteurs pour maintenir la structure de ce réseau social? Donc si on résume bien, plusieurs planctons jouent un rôle crucial et communiquent entre elles pour permettre le transfert de carbone dans l'air vers les fonds marins. Alors, on ne sait pas encore si c'est vraiment de la communication, parce qu'il faut aussi être un peu prudent. On a juste montré que ces planctons étaient présents ensemble, donc ils étaient associés dans un réseau. De là à dire que va avoir un rôle sur l'autre, c'est pas la même chose. Nous, on a simplement observé un signal qui était tout le temps présent à peu près en même temps. C'est là un peu la finesse des choses. Mais effectivement, c'est ça. Et c'est ce qui a permis, nous, de valider plus ou moins nos approches. C'est-à-dire qu'on avait trouvé notamment une bactérie qui s'appelle, pardon pour le nom compliqué, qui s'appelle Synechococcus, qui a été trouvée comme étant importante chez les bactéries. Et quand on a fait la même approche chez les virus, donc une approche qui était complètement indépendante, on a retrouvé les virus, les phages de Synechococcus, c'est-à-dire les prédateurs naturels de cette bactérie. Parce qu'il faut savoir que dans les océans, on a beaucoup de virus aussi. Enfin, il n'y a pas que la grippe pour l'homme, il y a aussi des virus pour les planctons. Et ces virus vont avoir le même rôle de prédateur sur les planctons que nous, on a la grippe ou d'autres virus sur l'homme. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a retrouvé non seulement une espèce bactérienne qu'on trouvait comme étant centrale dans le réseau social pour l'export de carbone, et également, quand on fait l'analyse sur les réseaux, les prédateurs de ce plancton qui était finalement assez important. Et quand on a appliqué une autre approche sur les gènes, on a retrouvé les gènes de cette bactérie. Donc on a croisé nos résultats en quelque sorte, qui nous permettaient d'avoir une confirmation qu'on avait bien les personnes importantes. Du coup, les recherches vont continuer, je suppose. Les recherches vont continuer. On s'est intéressé on a simplement gratté la surface de l'océan, quoi. Et maintenant, on peut s'intéresser à d'autres phénomènes, comme il y a des autres phénomènes dans la pompe biologique qui sont intéressantes, qu'on va attaquer. Et puis notamment, maintenant, on va s'intéresser aussi à des phénomènes de biogéographie, c'est-à-dire est-ce qu'on a des communautés qui sont plus ou moins résistantes, parce que c'est quand même important à l'échelle du globe de comprendre qu'est-ce qui est résistant et qu'est-ce qui est finalement le plus fragile, et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement protéger. Merci beaucoup Damien Éveillard d'être passé par notre studio. Je rappelle que vous êtes bioinformaticien au laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique et que vous avez réussi à mettre en lumière le rôle social du plancton dans le phénomène des puits de carbone au fond des océans.